Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez Le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Cet épisode a été enregistré à la Maison Fairview dans le cadre de la Nuit du Polar, une activité rendue possible grâce au soutien de l'Ambassade de France au Canada, de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et de la Ville de Gatineau. Le Salon du livre de l'Outaouais se fait un plaisir de contribuer à catalyser la vie littéraire dans la région à toutes les sauces et à toutes les heures de la nuit. Je laisse Anne-Marie Trudel, l'animatrice de la soirée, vous présenter les participants. Isabelle Amonou a grandi à Morlaix, en Bretagne. Après avoir étudié à Rennes, elle s'y est installée pour vivre et travailler comme ingénieure dans les télécommunications. Depuis 2004, elle écrit des romans et des nouvelles noires, policiers ou d'anticipation. Elle a notamment publié Mort fine à Morlaix, prix du Goéland masqué 2005 et Insularité, qui mêle des éléments historiques à une intrigue familiale et criminelle, le tout, vous l'aurez deviné, dans une île avec ce que ça apporte de bien particulier comme contexte. Elle fait aussi partie de Calibre 35, un collectif rennais d'écrivains de romans noirs. Alors, bonsoir Isabelle et heureuse de t'accueillir à Gatineau. Bonsoir. Pour l'ensemble de sa résidence, Isabelle est jumelée à Raymond Ouimet, auteur, ancien conseiller municipal, président d'un centre d'archives et chroniqueur en histoire de la région qui s'intéresse particulièrement à l'histoire des crimes dans ses ouvrages, dont Tuxedo Kid, La beauté du diable, qui relate une des affaires criminelles les plus médiatisées des années 1930 à 1950. L'ouvrage met en scène Léo Réal Bertrand, psychopathe, manipulateur, coureur de jupons, qui a vraiment vécu. Alors, bonsoir Raymond. Bonsoir Anne-Marie. Ce soir, dans le cadre de la résidence d'écriture qui s'étale sur tout le mois, sont réunis d'autres créateurs et créatrices du mystère pour la Nuit du Polar. Public présent, vous avez vécu un peu plus tôt des rencontres intimistes avec l'un ou l'autre des intervenants de la nuit. Nous les réunissons maintenant devant vous pour faire entendre à tous leur voix. J'ai donc le plaisir d'accueillir à mes côtés Joanne Seymour, auteure de la récente série mettant en scène l'enquêtrice Rizan Gyatso, dont les 2 premiers tomes sont déjà parus. En 2005, son tout premier roman, Le cri du cerf, avec l'enquêtrice Kate McDougall, avait fait une entrée remarquable sur la scène littéraire québécoise en raflant des nominations pour le prix de la Relève Archambault, le Grand Prix Archambault et le prix Saint-Pancombe du roman policier. Joanne est aussi fondatrice des Défunts Printemps meurtriers de Knowlton, un festival incroyable, un festival international de littérature policière qui a eu lieu chaque printemps dans la ville du Lac-Brome durant plusieurs années. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mme Seymour. Oui. Nous accueillons aussi sur ce plateau notre Patrick Sénécal national, auteur de romans sombres, glauques et franchement terrifiants, surnommé parfois le maître du suspense québécois ou encore le Stephen King québécois. Il a écrit des romans noirs comme Les 7 jours du Talion qui abordent avec brio le thème délicat de la vengeance ou des thrillers fantastiques comme Sur le seuil, adapté à l'écran en 2003. Mais pensons également à des romans comme Alice, Le vide ou À faim. Son tout récent roman, Ceux de là-bas, est sorti des presses le 11 novembre dernier. Il est tout chaud. Comme il aime le dire lui-même, malgré sa voix forte et son tempérament impulsif, Patrick est tout le contraire du genre de ses romans. Toujours vivant, enjoué, drôle. Il est aussi très près des gens qui le côtoient. Si Patrick n'est pas un adepte de violence, il est par ailleurs pleinement conscient que tout être humain possède un côté violent, sombre et plus imprévisible qu'il n'en laisse paraître. Bienvenue, Patrick. Merci, merci. Et pour terminer, j'ai le grand plaisir d'accueillir le spécialiste en sciences judiciaires François Julien, un véritable expert de scènes de crime et d'éclaboussures de sang. François a été biologiste judiciaire au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale pendant 35 ans. Il a été le premier au pays à étudier les taches et projections de sang sur une scène de crime. Le premier aussi à se servir du luminol, le fameux produit luminescent bleu qui permet de relever une trace de sang invisible à l'œil nu. Il a travaillé sur plus de 700 scènes de crime et témoigné dans quelques 400 procès, notamment celui de Guy Turcotte. Enfin, François offre à l'occasion ses services de coaching auprès de plusieurs auteurs de polars québécois. Alors, bonsoir François. Bonsoir, merci. Alors, merci à vous tous et toutes d'être là.
Comme vous le voyez, nous avons la chance ce soir d'avoir des auteurs et un spécialiste dont les œuvres s'inscrivent dans un large éventail de ce qu'on regroupe sous l'appellation polar. En fait, on regroupe le polar souvent en 4 grandes catégories. Le récit de procédure policière, le roman noir, le récit à suspense et le thriller. Comme lecteurs et lectrices, ces auteurs nous interpellent de différentes façons. Si le roman de détection ou d'enquête propose une énigme qui met à l'épreuve l'intelligence, la raison, la logique du lecteur, le suspense, quant à lui, ébranle notre système nerveux qu'il met à rude épreuve en créant une tension dramatique insoutenable. Enfin, le thriller et le roman noir ont pour but réel, malgré la présence d'un élément énigmatique, d'exciter les nerfs du lecteur par la violence des scènes, la cruauté des protagonistes, la révolte sociale, la délinquance, etc. Alors, ma première question, ça mange quoi en hiver un bon polar? J'ai le goût d'abord d'entendre ceux qui ont fréquenté le polar dans la réalité, puis on parlera à ceux et celles qui l'inventent par la suite. D'abord, première question importante, je m'adresse à François. François, en tant que spécialiste de scènes de crime, lis-tu des polars? Oui, et malheureusement, pas tous ceux qui me sont envoyés parce que plusieurs auteurs de romans policiers ou de polars m'envoient leurs livres parce que j'ai collaboré avec eux. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les lire, mais j'en lis beaucoup. Puis pour savoir ce que je pense que n'importe qui devrait manger, ils appellent ça du blood pudding, là. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal ça. Okay. Mais si je pousse plus loin ma question, puis en fait, je dis, toi qui es tellement vu de scènes de crime, de réalité, qui en lit, c'est quoi l'ingrédient qui fait qu'un bon polar? Bien, écoutez, moi, souvent, quand je donne des conférences à des auteurs de romans policiers, je leur dis, un bon polar, là, c'est celui que, lorsque vous finissez, vous tournez la dernière page, vous avez juste hâte à ce que l'auteur en écrive un autre, parce que vous avez hâte d'en lire encore de ses écrits. Moi, le fait que ça soit vraiment connecté sur ma réalité que j'ai vécue en tant que spécialiste en sciences judiciaires, même si ce n'est pas collé sur la réalité, que des petites choses qui sont invraisemblables, moi, je m'en fous pas mal. Il n'y a pas personne au bout de ça qui est en dedans pour 25 ans si vous commettez une petite erreur, là. Moi, je trouve ça intéressant si, quand on a fini de lire un de vos livres, si on a encore le goût de tourner la page, de dire j'en voudrais d'autres, bien, c'est ça un bon polar. C'est quelque chose qui va m'intéresser puis qui me pousse à relire encore. Toujours plus loin, toujours une autre histoire, toujours fasciné. Effectivement. Mon autre question, en fait, je s'adresse à Raymond parce que tu reconstruis des histoires vraies à partir d'archives. Tu choisis donc une histoire qui s'est déjà avérée, puis le travail d'enquêteur, c'est toi qui le fais avant d'écrire les livres, donc pour aller chercher toute cette information-là. Contrairement à d'autres auteurs qui vont mettre en scène un enquêteur, tu es d'abord l'enquêteur avant même que le livre existe. Mais selon toi, comme lecteur, mais également comme historien, c'est quoi une bonne histoire de polar? C'est une bonne question. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est pas le crime qui est intéressant. Parce que tous les crimes se ressemblent plus ou moins. Tirer quelqu'un dans la tête avec un pistolet ou un revolver, ça donne les mêmes résultats. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour du crime. Les gens qui ont circulé alentour du crime, la famille, comment les gens ont réagi. Pourquoi est-ce que le crime a été commis puis il n'y a pas quelqu'un qui est intervenu? Comment ça se fait qu'on savait qu'un tel personnage est psychopathe puis qu'on n'a pas réagi vis-à-vis de psychopathe, qu'on a laissé aller les choses? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet entourage-là? À quelle époque ça se passe? Il y a des crimes commis, par exemple, pendant la crise économique, qui sont bien différents des crimes commis dans les milieux de riches, par exemple. Quand on vit avec 33%, 34% de chômeurs, c'est sûr qu'on vit dans une société un peu plus dure, puis plus pauvre, beaucoup plus pauvre. Alors, tout ça qui est alentour d'une histoire, moi, ça m'intéresse. Comment on va pendre une personne? C'est quoi? C'est ce que je parlais ce soir. C'est quoi l'histoire de la pendaison? Comment ça se passait, une pendaison? La plupart du temps, ce qu'on a retenu de la pendaison, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais en ce qu'on voit à la télé, puis la réalité, souvent, il y a une marge. Fait que donc, dans la réalité, il y a tout un contexte qui permet d'expliquer, mais parfois, on a été aveugle, les gens, l'entourage a continué d'évoluer. Est-ce que vous partagez cette idée-là sur une bonne
ce qui est une bonne histoire pour faire un polar. Toi, Patrick? Oui, assez. Moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui a amené Moi, il n'y a pas vraiment d'enquêteur dans mes histoires, même s'il peut y avoir des éléments d'enquête. Je pense que j'ai 2 de mes romans dans lesquels il y a vraiment un policier qui fait une enquête, mais il y a toujours quelque chose quand même à... Il y a des meurtres, là. Il y a du monde qui meurt dans mes romans, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, c'est pas nécessairement la scène les meurtres comme tels. Moi, je dis souvent, quand je vais dans les écoles ou les bibliothèques, puis ici, vous savez, trouver une manière de tuer quelqu'un, là, je vous donne une feuille de papier, là, même ici, vous autres, là. Je vous donne une feuille de papier, je vous donne 15 minutes pour trouver une façon de tuer quelqu'un original. Vous allez tout trouver quelque chose, là. Vous allez tout trouver un moyen bien pété, bien flyé, mais ça va être vraisemblable. Puis ça va être psychologiquement, on va y croire que psychologiquement, la personne en est arrivée à faire ce crime-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a avant l'éclatement de la violence. Et je pense que si tout ce qu'il y a avant est crédible, la scène de violence va être d'autant plus marquante que si elle est faite par un personnage qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas de personnalité ou dans un... T'sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Je veux dire, c'est quoi un mauvais polar? Je veux dire, c'est quoi un... C'est quand l'auteur ou l'autrice, peu importe, tu vois qu'il y a beaucoup trop trippé, il y a beaucoup trop eu de fun à essayer de trouver un psychopathe qui est bien original, qui est bien flyé, qui est bien, et qui trouve des moyens complètement fous de tuer ces personnes. Et là, tu lis ça, tu te dis, mais qu'est-ce que ça lui donne? Pourquoi ce psychopathe-là tue les gens de cette manière-là? Puis, tu sais, je sais pas, des fois, c'est des affaires complètement invraisemblables. Il va tuer, ce psychopathe, on a découvert qu'il va tuer les gens avec chaque ustensile de la maison. Le premier, c'est une fourchette. Le deuxième, c'est une cuillère. J'exagère, là, je caricature. Là. C'est mon deuxième roman. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, tu vois que l'auteur est plus préoccupé à dire « Je vais trouver tellement un psychopathe original et flyé que la vraisemblance et la raison et la motivation de ce psychopathe-là devient complètement secondaire. » Ça, moi, ça me fatigue un peu. Ça te rejoint pas, là, personnellement. Mais il y a une grosse tendance à ça, des fois. Mais peut-être que ça rejoint Joanne. Ben non, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est la viande après l'os qui est intéressant, là. C'est le contexte social, c'est le mouvement de société qui a amené la personne à faire ça, ou le mouvement familial, la psychologie de base du personnage, c'est les conflits internes, externes. C'est ça qui est intéressant. La mécanique du polar... Tu sais, dans le fond, là, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, faire une affaire que on va, tu sais, intéresser les gens, essayer de deviner qui l'a fait. Bon, ça va tout se ressembler d'abord. Tous les romans vont se ressembler si ça se limite à ça. Parce que, tu sais, c'est des indices. Mais ce qui est intéressant pour même François Julien, des scènes de crime, c'est quand tu arrives sur une scène, tu sais, tu connais la victime, tu connais le tueur, tu connais comment il a tué. Tu sais, c'est tout le temps, c'est la psychologie, c'est l'analyse de l'intérieur. Je sais pas parce que tu pointais de l'intérieur, de l'extérieur. Je voulais que Isabelle à l'intérieur, je le vois assez souvent. Oui, arc. C'était graphique, ça. C'était très noir comme commentaire. C'est très mais noir. Je voulais relancer Isabelle là-dessus parce que dans le roman Insularité, en fait, effectivement, le crime lui-même, on veut comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas ça qui est je veux dire, l'énigme est au cœur du roman, mais en même temps, les personnages, la raison pour laquelle ils sont arrivés là, c'est d'abord ça qui est intéressant aussi. Puis le fait que ce soit évidemment dans une île, ça vient créer un contexte bien particulier. Oui, moi, ce qui m'intéresse plutôt, effectivement, enfin, j'ai lu pas mal la scène de crime. Il y a très peu de détails sur la scène de crime, effectivement. Alors, peut-être que je ne sais pas le faire, tout simplement. C'était peut-être pas nécessaire, c'était pas ça le propos. Et le propos est plutôt effectivement, de rentrer dans l'histoire de ces personnages, dans leur psychologie. Et de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Enfin, pour moi, un bon polar, c'est un roman qui mêle du suspense et puis un contexte social, quoi. En fait, voilà. Pour moi, le polar, c'est le reflet de la société, quelque part, quoi. C'est une manière de parler de la société. C'est une manière de parler de la société. C'est un prétexte pour parler de la société. Voilà. D'ailleurs, dans ton roman, parce que là, tu parles de parler de la société, souvent, dans les romans policiers, on va avoir des enquêteurs ou des enquêtrices. Tu disais que tout à l'heure, Patrick, que toi, c'était plutôt rare. Dans ton cas, toi, si tu as choisi de ne pas avoir d'enquêteur, en fait, il y a un rôle secondaire presque dans l'histoire, mais de vraiment mettre l'ancien
l'ex-copain puis la sœur de la victime au cœur de l'histoire qui vont agir comme enquêteurs amateurs sur les traces là, d'une disparition qui est survenue 20 ans plus tôt. Les enquêteurs professionnels sont présents, mais comme en fond de toile. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est effectivement d'aller voir la psychologie des personnages? Qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas choisir d'avoir un inspecteur, mais de prendre, en fait, des proches qui avaient vécu cette disparition-là et ce crime-là comme moteur dans ton roman? Peut-être que, effectivement, les personnages, les policiers sont secondaires. Et souvent, ils sont secondaires dans mes histoires. Ils sont rarement à l'avant-plan. C'est-à-dire qu'ils aident à combler l'enquête. Mais les interrogations fondamentales, en fait, ce sont celles de l'entourage, pour moi, en fait, de la famille, des proches de la victime, ou voilà, en tant que protagoniste ou victime collatérale, en fait, de ce qui s'est passé. En fait, ils sont pas policiers et peut-être du coup le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont malhabiles, quoi. Ils sont extrêmement malhabiles pour résoudre une. En fait, comme nous, on le serait peut-être, nous, lecteurs, si on devait résoudre. Voilà, oui. Donc, on peut vraiment s'identifier ou, en fait, entrer encore plus, peut-être, à ce niveau-là dans l'histoire parce qu'on pourrait être ces enquêteurs amateurs. Oui, peut-être, oui. Ça participe de la chose. Ça. Oui. À contrario, Joanne, toi, tes lecteurs, tu as beaucoup travaillé en mettant en scène des détectives professionnelles, toujours des femmes. Après Kate McDougall, on a connu Rinzen Gyatso, merci, une jeune femme d'origine tibétaine qui est bouddhiste pratiquante. Alors, on est évidemment loin de d'autres personnages, de d'autres détectives. Les lecteurs s'attachent souvent aux enquêteurs et souvent, on parlait tout à l'heure d'envie de lire un autre roman. Souvent, on a envie de refréquenter ces enquêteurs-là. Et puis, je dois vous avouer que personnellement, je m'étais vraiment, mais vraiment beaucoup attachée à Kate McDougall. Mais pourtant, tu as choisi de mettre en scène une nouvelle enquêtrice là, qui est complètement différente. Le roman est en milieu urbain, alors on a changé de décor. Pourquoi as-tu choisi de créer une nouvelle enquêtrice? Qu'est-ce qui t'a amené à construire le personnage de Rinzen? Je pense que quand on écrit en fonction de la vie qu'on mène. Et, je veux dire, tu sais, quand j'écris, je pars de où je suis dans ma vie. Puis à ce moment-là, j'avais plus envie d'écrire des choses noires. OK? J'avais encore envie d'écrire du polar. Là, j'ai fait comment est-ce que je peux rentrer de la lumière là-dedans? Parce que, bon, un crime, c'est un crime, là. Il n'y a rien de joyeux là-dedans. Et non. Mais j'avais besoin, moi, qu'il y ait une part de lumière dans mes romans. Et j'ai cherché longtemps, et c'est là que j'ai eu l'idée de ce personnage-là, qui est assez lumineux en soi, mais qui est vraiment capable de faire une scission entre sa vie personnelle et ce qu'elle vit sur le terrain. Mais parce qu'elle a aussi une vie familiale très forte et une vie, je dirais, spirituelle très forte aussi. Alors, c'est ça qui, moi, Joanne Seymour, en tant qu'auteur, m'a permis de continuer à écrire du polar. Honnêtement, quand j'ai commencé à écrire ça, je n'aurais pas pu écrire un autre Kate. C'était trop dur. Il y a quelque chose de ce personnage-là qui jouait dans des parties de moi que j'avais besoin de laisser aller. Trop proche. Je devrais pas dire ça, là, parce que... OK, je vais poser ma question. Elle file pas tellement, là, mais... OK, d'abord, je vais poser parce que j'avais... Je voulais filer mieux, mettons. Donc, souvent, on voit les enquêteurs pris avec des problèmes d'alcoolisme pour vivre. Toi, t'es allé ailleurs. En fait, j'avais une question qui tue. Je voulais te la poser, mais je pourrais la poser aux autres aussi, là. Est-ce qu'un auteur peut se lasser, j'allais dire, se tanner d'un personnage? Est-ce que ça peut arriver que, bien que le public l'adore, on ait envie? Je me demandais si Kate, t'es allée. Je pense pas que je me suis tannée de Kate, là. Peut-être que je vais écrire encore un jour pour Kate, mais... On le souhaite. À ce moment-là, c'était pas ça. Puis, je vais aller plus loin. Mon prochain roman n'est pas un polar non plus. Alors, moi, j'ai besoin de plus... J'ai besoin de prendre l'air des fois, de prendre l'air de ma vie aussi, puis c'est comme ça. Mais je me tanne pas, j'ai une affection sans borne pour Kate.
Mais il fallait aller ailleurs. Mais j'avais besoin d'aller ailleurs. Toi, Patrick, peut-être pour continuer sur un peu le même thème, j'ai envie de te demander quel rôle tu assignes au lecteur, puis au lecteur ou à la lectrice dans tout ça. Tu rencontres souvent les gens qui te lisent, tu es toi-même un grand lecteur, tu ne te sers pas d'un enquêteur là, qui revient dans un roman ou l'autre. Donc, je me dis, nous, comme lecteurs, on devient un peu c'est pas des enquêteurs au sens classique, mais on essaie de comprendre, de récolter des informations pour comprendre où tu nous amènes. Tu rencontres souvent des lecteurs. Tu es toi-même un grand lecteur. Alors, quel rôle tu assignes ou quel rôle tu penses que le lecteur a dans tes histoires? Tu es le maître de l'histoire. Est-ce que tu penses à ça quand tu écris? Est-ce que tu te préoccupes de où va se situer le lecteur face à l'histoire que tu lui racontes? Ouais, ça, c'est l'éternel débat de est-ce qu'on pense à un lecteur quand on écrit? Est-ce qu'on écrit pour le lecteur? Puis évidemment, tous les auteurs qui veulent avoir de l'air des auteurs purs vont dire non. On pense pas au lecteur. On ne pense qu'à nous. Dans la vraie vie, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est-à-dire oui, on essaie d'y penser le moins possible, bien sûr, mais dans les faits, tu t'adresses quand même à des gens. Je veux dire, si tu veux pas t'adresser à des gens, ben écris ton journal personnel, puis mets ça dans un tiroir, puis bon. Fait que j'y pense dans la mesure où je dois créer l'histoire la meilleure possible, la plus claire possible, et je dois le manipuler, mon lecteur. Je le vois comme quelqu'un de manipulable et que j'ai du fun à manipuler. Et ça, je pense que quand un auteur dit « Moi, je pense pas du tout au lecteur », ben c'est pas vrai. Tes chapitres, tu les as faits pour une raison de même. Si tu finis ton chapitre à ce moment-là, sur un suspense, c'est parce que tu penses à ton lecteur, déjà. Et c'est correct, là. C'est correct. C'est pas correct de penser au lecteur dans le sens de « Ben là, il faudrait que je donne un peu de ça parce que les lecteurs moyens aiment ça. » On a appris que 75% des lecteurs et lectrices aiment quand il y a une histoire d'amour. Ben, il faut que j'en mette une. Ça, moi, l'histoire d'amour, je m'en... Ben, j'en ai pas beaucoup Contre-fou, j'en ai très peu dans mes romans. Ça m'emmerde en général dans... Dans la vie? Non, pas dans la vie. Pas dans la vie, mais dans les romans, en général, l'histoire d'amour m'ennuie beaucoup. Il y en a qui c'est très bien amené, mais je sens trop souvent qu'il y en a une parce qu'il faut bien en mettre une. Puis ça m'énerve bien gros. Fait que je n'irais pas en mettre moi-même si ça m'énerve. Il y en a une couple qui en a, mais ça venait nourrir l'intrigue, ça venait, bon, whatever. En général, ils finissent mal en plus. Mais alors ça, quand tu penses au lecteur dans ce sens-là, ben là, il faut que ça finisse bien, il faut qu'il y ait... Bon, ça, c'est pas correct. Mais penser au lecteur en tant que... Je fais du trailer, ben je vais lui donner du fun, là. Faut qu'il y ait du fun, faut qu'il ait le goût de tourner la page. Alors là, oui, je pense à lui dans ce sens-là. Alors, c'est trouver l'équilibre entre y penser tout en restant, tout en étant intègre, en suivant l'histoire qu'on veut écrire, pas lui donner ce qu'il veut dans le sens de soyons démagogues et mais lui donner ce qu'il mérite, dans le fond. C'est le respect du lecteur. Je fais un trailer, je vais te faire un bon trailer. Mais moi, souvent, le problème que j'ai avec ça dans mes romans, je sais qu'il y en a qui aiment ça quand je mets des scènes de sang, de violence ben gore ou des scènes de sexe ben trash. Il y a encore des lecteurs qui viennent me voir des fois qui me disent « Hey, j'ai hâte, ton dernier roman, c'était pas comme L.com, hein? J'ai hâte que tu fasses un autre L.com. » Je fais « Ouais, mais j'en ferai peut-être plus jamais d'L.com. Je le sais pas. Je suis au service de l'histoire que j'écris en ce moment. » Fait qu'évidemment, dans le roman que je viens de publier, il n'y a pas tant de sang que ça. Il n'y a pas de sexe ben. Là, je vais ça en mettre en disant « Ah, mes lecteurs, ils aiment tellement ça quand je mets une grosse scène trash. » Là, si je tombe dans ce piège-là, il y a un problème. C'est là que ça devient Puis j'y pense. Là. Des fois, je fais pourquoi t'as fait cette scène-là? T'as fait-tu parce que le lecteur va aimer ça ou parce que l'histoire a besoin de ça? Fait que l'équilibre n'est pas si facile que ça à trouver des fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord avec lui. Faut penser au lecteur quand on écrit. Surtout... c'est une affaire de rythme aussi, là. Tu veux pas que le lecteur ferme le livre à la 3e page, là, parce que tu n'as pas donné le goût de continuer à lire. Fait qu'on y pense au lecteur. Mais moi, je pense pas dans le sens, il va-tu aimer, il va-tu aimer une histoire d'amour ou pas? Je pense pas dans ce sens-là. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Puis je me dis, j'espère qu'il va vouloir me suivre. Mais c'est sûr que je pense à lui dans le sens de la mécanique du roman. Puis aussi, je pense au lecteur par rapport à ce que je veux véhiculer, là. Comme message. Oui. Tu sais, je veux dire, j'ai envie de véhiculer quelque chose, donc j'y pense. Hein. Bien, parlant de véhiculer, Raymond, toi, c'est une histoire, en fait, tu ne l'inventes pas. Non, je ne l'invente pas. Je suis pris avec une le cadre dans lequel tu es. Donc, quand tu penses au lecteur en écrivant, tu penses à rendre la situation le plus claire possible, à donner... Oui, mais à l'accrocher aussi, tu sais. Donc,
on commence pas toujours par le commencement. Ouais, c'est vrai ça. Donc, puis parfois, tu sais, l'histoire, la réalité dépasse souvent la fiction. Et c'est Francine Ouellette qui disait pour le Tuxedo Kid, elle me dit Raymond, je n'aurais jamais mis ça dans un roman. Tout le monde m'aurait dit ça n'a pas de bon sens. mais il y a plein d'histoires comme ça. Absolument. Donc, à ce moment-là, il faut trouver le moyen s'il y a un punch, il faut trouver le moyen de l'amener au bon endroit dans l'histoire. Parce que sinon, on peut faire de l'histoire bien plate. Hein? On commence par A, puis on va à B, puis on va à C, puis on va à D. Mais il y a d'autres façons de présenter les choses. Comme auteur, c'est sur ça que je suis obligé de travailler. Je suis pris avec un cadre, puis je n'ai pas le choix. Il faut que je joue dans ce cadre-là, mais il y a des moyens de le rendre plus intéressant. C'est un roman policier et non pas un cours d'histoire, tes livres. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour aller chercher le lecteur, pour garder un rythme puis un souffle. Oui, sinon, ça sert à quoi de publier? Bonne question. Si ça intéresse personne. Des rapports là, de police, j'en ai lu. Mais on va dire qu'il y en a, là, on dort dessus. Bon, bien là, tu travailles sur des archives, donc on parle de réalisme. On disait ça se passerait dans un livre, on le croirait peut-être pas. Allons-y sur la question du réalisme. Des fois, le roman policier s'intéresse à l'actualité. Là, on peut penser au Vide, par exemple, de Patrick, qui fait la critique très sanglante du monde de la télé-réalité. L'auteur de polar a besoin de mettre en place tout un appareil de détails pour rendre son histoire crédible. Il faut que ça reste... François, tu accompagnes des auteurs pour que dans certaines parties du roman, effectivement, si c'est pas parfait, comme tu disais, ça reste crédible. En même temps, bon, la réalité dépasse la fiction. C'est une idée un peu galvaudée, mais je suis certaine que c'est le cas. C'est le cas de l'affaire des crucifiés, par exemple. De penser à une secte à Montréal dans les années 30. Personne n'avait découvert cette histoire de secte-là. Et c'est abracadabrant ce que le chef de la secte raconte à ces gens. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Mais le temple solaire nous a démontré qu'il y a des gens qui sont capables d'embarquer n'importe qui dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel mensonge. Quand les gens sont prêts à l'entendre, ils vont suivre. Exactement. Effectivement. Mais d'abord, si on revient à l'idée du réalisme, je vais refaire un petit bout de chemin avec François parce que... Les thrillers sont comme des espèces de romans sociaux qui ratissent large. La justesse du détail devient vraiment importante, peut-être primordiale. Est-ce que tu peux nous parler, tout à l'heure tu l'as abordé rapidement, premièrement, comment tu travailles avec les auteurs? Tu travailles juste sur les scènes de crime avec eux, tu partages toute ta connaissance que tu as du milieu? Moi, ce qui arrive souvent, c'est un auteur qui m'appelle, qui me dit « Je suis dans un nœud, là, puis je ne suis pas capable de m'en sortir. Il faut que... par exemple, à un moment donné, il y a un auteur qui m'avait appelé et qui m'a dit « j'ai de la misère à le faire mourir, celui-là. » Donc, Chainsaw, 24 bouts, c'est solutionné. J'étais, à un moment donné... manger avec quelqu'un qui nous accueille à sa table assez régulièrement, Christine Brouillette. J'ai été manger avec elle, puis elle m'est arrivée justement, elle m'a dit « J'ai de la misère à le faire mourir, celui-là. » Et elle a commencé à jaser de son dossier, puis elle me dit « j'essaie de le faire mourir pas trop brutal, puis il faut que ce soit quelque chose qui est délicat. » J'ai commencé à lui suggérer une couple de façons, puis ça a reviré à « J'en tue 2 par année, je vais le tuer le prochain de cette façon-là. » Mais c'est souvent ça qui arrive. Ils ont un problème à contourner. D'avoir bien des téléphones ce soir, là. Il y a des gens. Oui, je prends pas les téléphones de ceux qui ont des problèmes avec leur belle-mère ou leur beau-père. Ceux-là, je les évite. Mais c'est souvent ça. Des fois, ils sont dans un nœud, ils tournent en rond, puis ils disent écoute, ça a tellement été vu tellement souvent de fois cette façon-là de tuer quelqu'un. Es-tu capable de... Là, je compte une couple de dossiers que j'ai fait, des choses assez folles. Puis souvent, ils vont s'inspirer de ça, pas nécessairement copier là-dessus, mais ça allume une lumière, puis là, ils partent, puis tout ça. Puis j'ai des façons les plus bizarres, mais je pourrais les réserver peut-être pour Patrick, parce qu'il aime ça, les affaires bizarres.
Mais c'est ça. Des fois, il y a des auteurs que je connais qui veulent avoir des choses un petit peu plus douces. Ben, je leur réserve mes crimes un petit peu plus doux. Puis bon. Mais c'est ça. Petit poison persil. Les problèmes, c'est quand on fait ça au restaurant. Des fois, on fait ça au restaurant, puis je m'emballe, puis tout ça. Puis à un moment donné, on se regarde, puis on dit, je suis vraiment en train de dire ça devant tout le monde? Puis tout le monde arrête de parler autour, puis me regarde. Il y en a tué combien, lui? Tout en mangeant. Ben, hein? c'est ça. Écoutez, c'est souvent ça. Le monde a de la difficulté avec un petit point de roman. C'est pas moi qui vais espérer un roman au complet. Là. Mais souvent, j'essaie de débloquer. Mais Patrick, toi, tu avais trouvé une solution dans un de tes romans. Hein? Tu n'avais pas un auteur qui avait de la misère à faire une scène de crime puis qui en a repiqué une à une meurtrière. Ah oui, dans l'autre reflet, ouais, il rend pas. Ces scènes de violence sont pas réelles. Les gens ne sont pas touchés. Fait qu'il a volé, il enseignait dans une prison pour femmes, Joliette, en fait. C'est la seule prison pour femmes au Québec. Et il avait piqué... elle avait écrit une nouvelle où elle s'inspirait du meurtre de son mari. C'est pour ça qu'elle était en prison. Il a volé la scène Il a volé sa scène pour que ça soit réaliste, puis il n'a pas dit. Puis elle va sortir de prison un moment donné, puis c'est ça. Elle va aller le voir. Donc, on peut appeler François Julien ou enseigner en prison. En prison, peut-être. Deux Parce qu'il options. se trouve des prisonniers qui osent te dire ce qu'ils ont fait, ce qui est rarement le cas. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, puis il m'a sauté d'un bras, puis il m'a dit, tu sais, j'ai déjà été suspecté dans un dossier, et tu m'as sorti de là parce que c'était pas moi qui l'avais fait. C'était un suicide, puis tout le monde croyait que c'était un meurtre. Il m'a sauté d'un bras. Et ça, c'est des expériences qui sont... Ça arrive assez souvent que la suite d'un examen d'une scène, ça ne s'oriente pas du tout vers ce que les policiers pensaient au début. Ouais. Mais ça n'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé une fois où la personne m'a rencontré puis m'a sauté d'un bras et m'a dit « Tu m'as sauvé du temps ». Wow. Bien, je vais quand même te poser la question. Toi qui as fréquenté des vraies scènes de crime, là, on parle de près de 700 scènes de crime. Nous, comme lecteurs, est-ce qu'on devrait se sentir coupable de consommer, je dirais même savourer, l'horreur qui pourtant peut être si dévastatrice pour les victimes, mais qui peuvent être pour l'entourage des victimes, qui peuvent être des gens comme nous. Nous, on lit ça, puis on savoure, puis on aime ça. Est-ce qu'on devrait se sentir coupable? Bah, moi, je dirais non. C'est peut-être mieux de le savourer dans un livre que de le savourer dans votre lit à côté avec un couteau. Je pense que je suis un petit peu sadique des fois, mais moi, je dis tout le temps, c'est important dans la vie. Moi, c'est ça qui m'a peut-être sauvé la vie, d'ouvrir la valve un petit peu. Fait que si j'ai l'air sadique, là, je le suis pas vraiment. Ben, je pense pas. Attends. Non, j'ai peut-être l'air sadique des fois, mais j'ouvre la valve et je pense que c'est important. Sinon, c'est moi aussi, j'aurais été un beau cas quelque part dans le fond d'un garde-robe. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais il ne faut pas se sentir coupable d'aimer ça. On a tout un petit côté en arrière, un petit côté sadique ou un petit côté, bon. Mais je pense, non, c'est sain, tout à fait sain, moi, je dirais. C'est mieux de le lire que de le faire. Okay. Donc, on ne se sent pas coupable. Non. Puis, ça leur rapporte un petit peu d'argent, eux autres. Là. Ça s'appelle la catharsis. Oui. Oui, effectivement. Puis, comme on part souvent de l'idée que n'importe qui a ces pulsions-là, mais après, il faut voir si c'est un des a priori de Patrick, ça, quand tu construis tes livres, de dire que tout le monde peut porter cette violence-là. Tous les psychologues, la plupart des psychologues, des psychiatres vont dire que c'est pas vrai que de lire un roman qui parle d'assassin ou que ça va donner le goût à quelqu'un de tuer. C'est pas vrai, ça. C'est simpliste, ça. C'est un réflexe de société de trouver un coupable quand il se passe quelque chose d'horrible. On va mettre ça sur le dos de la fiction, on va mettre ça sur le dos. La fiction violente, tout ce qu'elle a fait, c'est relayer la société qui, de moins en moins, montrait la violence en vrai. Je veux dire, dans le temps de l'Antiquité, on allait voir du monde... à Rome, on allait voir du monde, des chrétiens se faire manger par des lions, par des tigres dans l'arène. On les voyait pour vrai, là. Là, on a dit, oh, c'est bien barbare faire ça, on va arrêter ça, c'est épouvantable. À ce temps, on va montrer des exécutions publiques, mais rapides, et de gens qui le méritent, des criminels. On a vu des pendaisons, la guillotine. On a dit, oh, ça aussi, c'est un peu violent, on va arrêter ça, c'est terrible. Ça fait pas longtemps, hein, les dernières pendaisons, tout ça, ça fait pas 200 ans, là. C'est pas... c'est récent, là. C'est extrêmement récent. Fait que là, on a éliminé la violence dans la société, la vraie. On veut de moins en moins la voir. Sauf qu'on est en nous quand même. Alors, qui a pris le relais? La fiction. La fiction. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous autres, que ce que vous écrivez, vraiment, ça pourrait se passer vraiment comme vous l'écrivez? Que ça pourrait être aussi, comme dans ton cas, aussi trash, puis vraiment... Oui, c'était effectivement le propos de ce que j'ai essayé de faire passer pendant
pendant les 20 minutes où je me suis entretenue avec le public, où je racontais une nouvelle relative au meurtrier d'Aurora, de la tuerie d'Aurora, voilà. Et effectivement, ça entraîne. Alors déjà, ça entraîne plusieurs réflexions. Ma réflexion à moi, c'était sur le positionnement de la mère d'un tel, de l'auteur d'un tel crime. Qu'est-ce qu'on peut penser en tant que parent lorsque son enfant fait ce genre de choses? Bon, ça, c'était le parti pris de ma nouvelle. Mais au-delà de ça, il y avait toute une réflexion sur les armes à feu. Donc, on a bien discuté avec le public à ce propos. Et je pense qu'il y a une autre réflexion au-delà, c'est que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a justement un autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle The Joker. Voilà. Vous l'avez vu peut-être, ou peut-être pas, il est relativement récent. Moi, je l'ai vu, je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, il y a toute une polémique qui dit que ce genre de film qui montre la violence ne devrait pas être montré parce que génère de la violence. Et je suis pas sûre que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, en fait. Et ce que je disais aux gens tout à l'heure, c'est que Kubrick avait été obligé de retirer son film Orange Mécanique des écrans parce que considéré comme dangereux parce qu'il engendrait de la violence, parce qu'il montrait de la violence et donc il engendrait de la violence. Et Kubrick avait dit, OK, je le retire, mais vous pensez à l'envers. Hein, c'est-à-dire que c'est pas mon film qui engendre la violence, c'est que mon film existe parce que la violence est déjà là dans la société et que la fiction est le reflet de la société, en fait. Voilà. Et j'aime bien. Ce commentaire de Kubrick, moi, je l'aime bien. Si les films violents rendaient les gens plus violents, comme on a tendance, comme certaines personnes ont tendance à le croire, alors poussons cette logique-là jusqu'au bout, ça devrait fonctionner dans les deux cas. Depuis le début de la création littéraire, il y a eu beaucoup plus d'histoires d'amour. On a écrit beaucoup plus d'histoires d'amour. Est-ce que les gens s'aiment mieux? Pas vraiment. J'ai rarement vu un couple sur le point de divorcer d'avoir une comédie romantique puis en sortant de la salle dire « Ah, reprenons ensemble, mon amour. » Ben non. C'est parce qu'ils ont trop vu de comédies romantiques qui cassent. Peu importe lesquelles, mais... Alors, quand tu vas aller voir un film d'horreur, va te sortir en disant « Sais-tu, j'ai le goût de tuer quelqu'un, moi, là. » Ça marche pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas... Ce raisonnement-là ne fonctionne pas. Il y a quelques semaines, je passais à travers les postes de la télé. Comme ça, je savais pas... J'ai regardé quelque chose. Et ce qui m'a frappé, c'est presque tous les canaux américains où je passais à travers, il y avait des pistolets. Ça tirait à gauche pas à droite. Donc, ça doit profiter au culte de l'arme aux États-Unis. Par contre, quand on regarde les statistiques, au Québec, on a 0,8 homicides par 100 000 habitants. On est une des sociétés parmi les moins violentes au monde. Mais aux États-Unis, ils trouvent des revolvers dans leur boîte de céréales. Alors, c'est pas étonnant. On ouvre un compte de banque et ils nous donnent une carabine. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas dans notre culture. Hein. Quel est l'effet des films sur les armes aux États-Unis? Ça me dérange un peu de voir autant de films avec des armes où on tue bien souvent impunément. Le Joker va déranger, comme tu disais, le film Joker va déranger, mais un film où le héros a un revolver, il tue des méchants, ça, c'est pas grave. Mais un Joker qui vient questionner la société qui a engendré ce Joker-là, ça, c'est très troublant, par exemple. Et, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que montre ce film, c'est que ce sont les négligences de la société qui engendrent le monstre, quelque part. C'est une société chaotique, voilà. En fait. Puis le Joker est à la fois un produit et un symptôme de cette société-là. Ouais. Donc, remet en question non pas l'individu, mais la société où c'est l'individu aussi. Le Joker, les deux, effectivement. Les deux, parce que c'est un fou furieux, là. Puis on montre dans le film qu'il avait des problèmes mentaux, mais il fait très bien partie de cette société-là aussi, là. Puis je pense qu'effectivement, les polars, c'est toi, je pense, qui disais ça tout à l'heure, ça parle de notre société. Un bon polar, un bon roman noir. Puis il y a quelque chose d'humaniste dans un bon roman noir, parce que on va pas diviser les gens juste en bons et en mauvais. On va se rendre compte souvent qu'il y a beaucoup de gris. Puis l'être humain, c'est ça, c'est du gris, c'est des zones de gris. Il n'y a pas juste un bon contre un méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, tu as le bon et le méchant dans la même personne. Et ça, je trouve que c'est un regard peut-être des fois noir, mais humaniste, dans le sens que
on va pas... je trouve que les auteurs de polar sont des gens souvent beaucoup plus tolérants sur l'être humain que certaines personnes qui vont dire « Ah, moi, les livres de violence, j'aime pas ça, mais ils sont les premiers à être pour la peine de mort, pour être ci, pour être ça. » Je trouve que le polar amène une tolérance vis-à-vis de l'être humain parce qu'on sait que l'être humain, c'est compliqué. Parce que vous le regardez dans les yeux. Avec ses On peut défauts même et arriver ses à qualités. comprendre un meurtrier. À comprendre qu'il n'est pas venu au monde meurtrier. Ouais, Que ça marche mais pas de même. Qu'il peut être mis dans une situation où sa seule façon de s'en sortir, ou qu'il vient à l'esprit, c'est d'éliminer la personne qui est en train de détruire sa vie. Parce que c'est un moyen qui est acceptable, qui juge acceptable. Ben, Ouais, pas nécessairement que je suis acceptable, Ou c'est peut-être des qu'il fois, il est pris. il est pris, c'est ça. Et là, on va se faire dire, ouais, ben donc, tu es d'accord avec lui. C'est pas qu'on est d'accord avec lui, c'est qu'on constate quelque chose. On constate que c'est arrivé. Mais les gens ont tellement besoin de savoir, êtes-vous pour ou contre? C'est qui le bon, c'est qui le méchant? C'est qui a raison, c'est qui a tort? Fait que là, si on commence à écrire des histoires qu'on fait, ben c'est peut-être plus compliqué que ça. Il y en a peut-être qui ont raison, mais ils ont tort aussi. Tu sais, les 7 jours italiens, on m'a demandé souvent, ben là, pour toi, y a-tu raison d'avoir fait ça, le père de famille, ou pas, d'avoir torturé l'assassin de sa fille pendant 7 jours? Y a-tu raison? Peut-être non, sûrement pas. Mais je peux-tu y en vouloir d'avoir fait? Non plus. Ben là, branche-toi. Non, je me brancherai pas. C'est la condition humaine, c'est compliqué. T'sais. La reine des ambiguïtés, en fait, c'est quand le juge disait un condamné à mort, avant de le condamner, vous avez failli au 5e commandement qui dit « Vous ne tuerez point », puis après ça, il condamne à être pendu. C'est sûr que... Ben, je vais vous ramener parce que là, vous avez parlé de territoire, de société, donc des États-Unis. Le territoire peut être important, les lieux où se déroule le polar, où on l'inscrit. Dans tes derniers romans avec Risen, c'est plus un environnement urbain qu'avec Kate. Donc, tu as décidé de changer complètement. Tu nous parlais de lumière par rapport à ton personnage. Mais est-ce que le lieu comme tel te permet de t'évader, de construire des histoires différentes? Est-ce que c'est important dans ta manière d'imaginer les... Ben oui, c'est important. Dans la première série qui se passait dans les cantons de l'Est, je trouvais, dans mon coin, en fait, où j'habite, mais il y a des trucs extrêmement riches, mais il y a de la pauvreté endémique là, qui se coltaille à ça. Et ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais. Mais quand j'ai fait l'autre série, moi, je vis à Knowlton, hein, un petit village dans les cantons de l'Est, Lac-Brome, en fait. Et honnêtement, j'ai jamais vu... C'est juste blanc. C'est blanc, plus blanc que ça, on dirait le Québec dans les années 20. Là. Alors, je voyais difficilement comment j'aurais pu mettre mon personnage de Tibétaine avec ses... Lumineuse. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas un village... Tu sais, il est idyllique, là, dans le sens que c'est joli, c'est typique, tout ça, mais les mentalités sont pas idylliques, là. Je veux bien donc, dire ça. le lieu où tu as inscrit ton histoire, c'est imposé par l'histoire, les personnages aussi, que tu avais choisis. J'avais pas envie de répéter les cantons de l'Est, tu sais, De sortir. Je voulais sortir des cantons de l'Est, mais c'était quasiment impossible en considérant les années quand eux sont arrivés. Tu sais, il y avait ça aussi. Là, ses parents, quand ils sont arrivés, l'immigration s'en allait pas dans les cantons de l'Est. Là. Elle s'en venait à Montréal. Tu sais, c'était pas plus compliqué que ça. À Toronto, Montréal, Québec, mais encore, c'était plus Montréal, Toronto, je dirais. Et donc, je veux dire, la question s'est même pas posée. Puis c'était un Chinois, en plus, étonnamment. Hein, ils sont censés haïr parce qu'ils ont été... Mais c'est un Chinois qui les avait aidés, fait qu'ils ont abouti dans le quartier chinois. Ça, je trouve intéressant. C'est là les zones grises, tu comprends, de mettre des gens... Tu les amènes à Montréal, puis ils vivent avec leurs ennemis dans leur pays. Tu sais, ceux qui sont leurs ennemis dans le pays natal. Alors, j'aime ça, l'idée d'explorer les zones grises. Pour moi, tu sais, c'est comme la vie, c'est une mer de gris, là, tu sais. Des fois, il y a une grosse vague noire foncée, puis des fois, il y a des petits creux, puis c'est gris pâle. Mais c'est ça, c'est une mer de gris. Des fois, c'est blanc aussi. Oui, des fois, il y a de l'écume blanche, là. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus que c'est le fun de surfer, là. Ben là, on parlait de surfer ou de mer. C'est parce que je vais revenir à Isabelle, parce que toi, tu as décidé de transposer ton histoire pour coller avec ta nouvelle enquêtrice. Isabelle, toi, dans ton dernier roman qui s'appelle Insularité, donc le choix, ça a été de faire
cette histoire-là sur une petite île là, qui est peuplée de, je crois, à peu près 2000 âmes. C'est une toute petite île. Il y a tout un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale qui va se mêler, donc historique à travers ça. Mais quelles répercussions ça a dans une petite communauté? Tu avais envie de décrire les répercussions d'un crime dans une petite communauté, dans un milieu fermé, qui, à travers le temps, est resté un milieu relativement fermé aussi, si je comprends bien. Oui. L'idée, c'était vraiment de mettre en scène une sorte de système clos, en fait, avec une petite communauté, mais une petite communauté, c'est aussi emblématique d'une plus grosse communauté. C'est juste un microcosme, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'était de mettre en scène un microcosme sur une petite île, et l'île que j'ai choisie n'était pas tout à fait assez grande, quand même. C'était un petit peu juste. Donc, j'ai rajouté à cette île qui existe réellement, c'est une île de Bretagne, du Finistère, qui existe réellement. J'ai rajouté un bout de continent et j'ai bricolé tout ça pour en faire un territoire qui me convenait, en fait. C'est-à-dire qui hébergeait une population de 1000 à 2000 habitants, effectivement. Et voilà, c'était la taille qui m'allait bien pour que ce soit suffisamment fermé. Voilà, et suffisamment loin du continent pour qu'il y ait très peu d'échanges avec le continent. Voilà. Ce qui est merveilleux, quand on est romancier, on peut faire ça, puis ça coûte 0 sous. Voilà. Contrairement dans un film, là, on va rajouter un bout de continent. Alors, les producteurs commencent à capoter un peu, mais là, dans un roman, pas de problème. Et ça, c'est bien, quand même, pour aller prendre une forêt sur le continent, la mettre sur l'île, enfin, tout ça. C'est formidable. Exactement. Tu as dû être confronté à ça quand on a mis en image tes romans il y avait le budget de la mise en image. Les films. Joanne connaît ça aussi. Non, moi, le premier scénario que j'ai fait, j'étais bien naïf, puis il pleuvait 5 fois dans mon scénario. Je trouvais ça beau, la pluie. Mais la productrice a dit, bon, elle dit, il pleut 5 fois dans ton scénario. Je dis, ouais. Elle dit, c'est nécessaire. Je dis, pourquoi? Ben, elle dit, ça coûte cher, de la pluie. Ça a été mon entrée dans le monde du cinéma. Je dis, OK. Elle dit, écoute, il peut pleuvoir 5 fois, mais ta scène de massacre finale, il va y avoir un peu moins de cadavres. Je dis, on va enlever de la pluie. Finalement, il pleut une fois dans le film, puis juste dans le windshield de la voiture de Michel Côté, c'est tout. Fait qu'il y a un arrosoir en haut, puis c'est fini. Juste du bord de Michel, hein? Oui, juste du bord de Michel, puis on a rajouté du tonnerre dans la trame sonore. Aïe. Ben, tiens, je reviens à toi, Patrick. Si c'est pas une île, dans Fin, ton roman se passe quand même, je prends cet exemple-là comme une village, une petite communauté. Il y a des petits liens avec Montréal, donc tu as rajouté du continent, toi aussi. En fait, j'ai inventé la ville, le village en question, je l'ai complètement inventé. Ça se passe proche de la Yamaska, tout ça, mais j'ai inventé le village, j'ai inventé la montagne. Mais moi, j'habitais dans ce temps-là quand je l'ai écrit. En fait, non, je venais de quitter Mont-Saint-Hilaire pour venir vivre à Montréal. Mais moi, je suis pas bon je suis nul en géographie. Moi, inventer j'ai de la misère avec ça. Fait que j'ai pris comme modèle dans ma tête Mont-Saint-Hilaire. Alors, si quelqu'un lit Fin et connaît Mont-Saint-Hilaire, c'est ça. C'est vraiment comme Mont-Saint-Hilaire, c'est pareil. Mais je voulais pas... Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas pris Mont-Saint-Hilaire? Parce que je montre que le cirque qui va dans cette ville-là va contaminer un peu tout le monde, puis que tout le monde est un peu... Je montre que tout le monde a une vie un peu plate, que tout le monde est rendu dans 50 ans, puis se dit, est-ce que j'ai moffé, mais est-ce que ma vie est réussie ou non? Bon, c'est un roman très existentialiste, Fin. Et je voulais pas qu'un village qui existe se sente particulièrement visé. Je voulais pas me montrer que c'est vous autres à Saint-Hilaire qui êtes de même. C'est pas vrai, là. Je voulais le rendre anonyme pour que tout le monde se reconnaisse dedans. Alors, c'est pour ça que je l'ai inventé, que je voulais pas l'appeler Saint-Hilaire, mais c'est là vraiment la démographie de Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est pas le lieu qui a eu un impact sur le récit, mais encore une fois, le récit qui a déterminé le lieu. Je voulais qu'il y ait que ce soit un petit endroit parce que je voulais que les gens se connaissent un peu, puis que ça ait un impact plus grand que... qu'un cirque à Montréal, ça va un peu se perdre dans la foule, alors que dans une petite ville, ça a peut-être un peu plus d'impact. C'est bon. Mais le mont, j'y tenais au mont, que la montagne, parce que j'ai joué avec ça pour l'ambiance de l'ombre que le mont projette le jour sur la ville, puis ce mont-là, une espèce d'ombre qui envahit la ville de plus en plus, puis à la fin, il y a un orage, puis là, l'ombre est vraiment... Évidemment, tu t'amuses avec des métaphores géographiques, là. Mais oui, c'est pas... j'avais besoin d'une petite ville, fait que je l'ai inventé, carrément. Là, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que tu vois déjà le film.
Ben, l'éclairage. je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr que moi, je suis d'une génération qui a beaucoup été influencée par le cinéma. Alors, quand j'écris un roman, c'est sûr que je les vois, les images. En même temps, c'est un roman. Puis il faut pas se priver du plaisir d'écrire un roman, c'est-à-dire le monologue intérieur, l'intériorité absolue, qui est pas possible au cinéma. Tu as beau faire d'une voix off, puis les voix off au cinéma, ça peut être un piège, d'ailleurs. Ça peut être un piège vraiment emmerdant. Alors, faut pas se priver du plaisir, des avantages du roman. Mais c'est sûr que, j'ai une tendance à voir les scènes quand je les écris. Oui, ça, c'est clair. Puis on va peut-être finir sur la question du territoire. Raymond, Tuxedo Kid, c'est quelqu'un qui est à Hull, Ottawa. Pour toi, est-ce que l'écriture de romans policiers à partir de faits réels, c'est une manière de faire découvrir le territoire, ou évidemment son histoire, mais est-ce que c'est important pour toi que ça se rattache à notre région de l'Outaouais, par exemple? Ou, ça l'était, mais ça l'est de moins en moins. Comme Septentrion vient de demander de faire d'autres trucs sur la vengeance. Mais quand j'écris une nouvelle, par exemple, généralement, ça se passe en Outaouais. Mais moi, il y a un truc que je vis pas avec l'histoire, c'est que c'est une chose que j'avais pas prévue dans ma vie. Un jour, j'ai écrit une nouvelle qui a eu une bonne réception. Bonne réception, la photographie. Et ma mère vivait encore. Et dedans, j'ai uni Eros et Thanatos. Et ma mère a lu la nouvelle. Elle me dit, quand je suis arrivé à la maison, pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pensait, elle me dit, « Hey, tu penses ça, toi? » Je l'avais déçu, hein? Je peux pas s'imaginer que je pouvais penser à des choses comme ça. Alors que là, je suis protégé. Moi, je raconte que la vérité. L'art de se cacher, non pas derrière une bonne histoire, mais l'histoire en soi. Faut jamais penser à nos parents quand on écrit. Faut jamais faire ça. Non, hein? Ni à nos enfants qui vont peut-être nous lire non plus. Mais moi, mes parents sont décédés, puis je trouve que j'ai une plus grande liberté. Ouais, c'est ça. Honnêtement, oui. Parce que, tu sais, j'ai une éducation judéo-chrétienne, puis elle était assise sur mon épaule des fois, puis on me parlait dans le casque. C'est vrai, ça nous conditionne. Mais moi, je choisis les textes parce qu'il y a quelque chose qui m'attire dedans, parce qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'insolite. Comme on dit tout à l'heure, là, tous les crimes, là, tu sais, tiré par une balle de 22 ou une balle de 45, tu finis de la même façon. Elle sort pas pareil, par exemple. Elle sort pas pareil. C'est mort. Du moins de dégâts, tu sais. Mais comme je parle rarement des nettoyages, et je sais pas pour les autres, mais c'est sûr que quand on écrit sur une région qui est autre que la nôtre, c'est un défi. Dans le fond, ce que j'aime le plus, c'est l'enquête. Donc, c'est un lecteur de polar avant le temps qui nous retransmet ça par la suite. C'est ça que je comprends. Tu fais des enquêtes et c'est ce qui te passionne. Vous, autre auteur, spécialiste, je pense que ce qui vous passionne, c'est de nous faire vivre ces histoires-là que vous imaginez, que vous construisez. Moi, je veux toujours raconter une bonne histoire. C'est toujours ça mon premier but. Il y a certains romans que je voulais amener une réflexion. Tu sais, comme le dernier, là, c'est la mort, la peur de la mort. Mais je dis, oublie pas de raconter une bonne histoire. Oublie pas ça. C'est ça, là. Je veux pas qu'on lise mon roman pendant 10 pages. On se dit, bon, là, il a fait des recherches, là, il réfléchit, là, mais asti, ton histoire est où, tu sais? Fait que je veux pas sentir ça en plein milieu d'un roman. Je veux que toutes les recherches que j'ai faites ou toutes les réflexions que j'ai coule dans l'histoire. C'est assez ennuyant, là, quand on lit un roman, puis comme maintenant, on fait « Oh boy, il l'aimait, sa recherche, lui. » Moi, ça là, je viens, là. Il y en a qui adorent ça, là. Mais moi, j'aime ça voir qu'un auteur fait de la recherche, mais intègre ça dans l'histoire, intègre ça dans tes personnages, intègre ça dans ton... pour moi, c'est important. Mais est-ce que, je vous écoute, vous autres, là, tout le monde, est-ce que à mi-chemin ou à la fin, vous lisez tout ça, puis vous dites « Non, j'aurais dû à tel endroit, Est-ce que c'est tout le temps que vous écrivez, vous êtes là dans ce processus-là? J'ai déjà changé de tueur aux 2/3 d'une histoire. Oui, c'est ça, je me demandais. Oui, parce que, je l'écrivais, puis à un moment donné, le personnage, ça se pouvait plus que ce soit elle qui tue. Et je m'en étais pas rendu compte, c'est quelqu'un d'autre. I framed somebody else. J'ai vraiment, là... Maintenant, j'ai fait, bien, voyons, c'est pas... Alors, j'ai tout changé mon histoire parce que c'est pas le bon tueur. C'était pas la bonne personne. Ça se pouvait plus, psychologiquement, qu'elle ait fait le crime. Moi, la fin, ça n'a jamais bougé. Tu vois, moi, je commence mon roman, je sais comment ça va finir, puis ça, tout le reste peut bouger, mais la fin, ça bouge pas.
Raymond, on sait que toi, tu connais la fin avant d'écrire ton roman. Non, je connais pas toujours. Ben, c'est-à-dire, oui, je connais la fin, mais ça veut pas dire que je vais finir par la fin. Ça, il peut y avoir une différence, là. Et toi, Isabelle, est-ce que tu connais la fin, tu connais ton roman au complet en commençant à l'écrire? Ou Non, pas du tout. Je connais le point de départ, je connais le thème que je veux aborder, j'ai fait un certain nombre de recherches que j'essaie de ne pas rendre trop évidentes, comme vous disiez, parce que c'est extrêmement fastidieux pour le lecteur. Pour ce qui concerne la fin, j'en ai plusieurs, généralement, et je les teste. C'est fou, hein, comment c'est pas pareil. C'est incroyable, Ben ça. Oui. 3 ça façons, mais c'est toujours comme ça. Ouais, ça change toute la perspective. Chaque fin change complètement la perspective du roman. Et donc, voilà, il faut essayer. Enfin, pour moi, il faut essayer. Mais personne n'écrit pareil. C'est ça que je trouve formidable, moi. Bien une réponse, Anne-Marie, à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui faisait un bon polar? Un jour, on a demandé à un réalisateur français bien connu, Hector Georges Clouzot, qu'est-ce qui faisait un bon film? Il disait, ça prenait 3 choses. Une bonne histoire, puis une bonne histoire. Je suis pas d'accord avec le 3e. Sur ce, c'est ce qui devrait clore notre discussion. Je pense qu'on aurait pu continuer encore très longtemps, mais c'est tout le temps dont on dispose ce soir, aujourd'hui. Alors, un merci très chaleureux aux participants, participantes. Je vous invite à les applaudir. Isabelle Amonou, Raymond Ouimet, Patrick Sénécal, Joanne Seymour et François Julien. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne-Marie. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. C'était La Nuit du Polar, enregistré dans le cadre du Cabaret des variétés littéraires, une série de balados-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais, réalisée par l'équipe de Transistor Média. À la technique, François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.